bonjour. Nous trois, aujourd'hui, on a envie d'examiner avec vous la question de savoir pourquoi parfois nous voyons les choses et pourquoi parfois nous ne les voyons pas du tout. Alors, les choses cachées ou les choses qu'on a sous le nez. Qu'est-ce que c'est beau! J'avais oublié comment c'était beau la Méditerranée. La lumière, l'intensité, ce bleu. Bah, je suis content d'être là. Ouais, c'est magnifique. Et t'as vu là, les petits bateaux, c'est tranquille. En tout cas, t'as une vraiment bonne idée de m'inviter à ce colloque de psy en Sicile sur Ferranzi, hein. Bon, quand même, Clément, j'ai mérité. Tu vois bien quand même tout le boulot que tu fais avec moi pour notre chaîne vidéo sur le soin psychique. Ouais, c'est vrai, mais quand même, je vais te dire, ces rencontres, ces pauses comme ce pique-nique, franchement, c'est super. Attends, Zoé, là, c'est quoi là ce truc là en bas? Bah, où ça? Je vois rien. Regarde en bas là. Tu vois là la crique? Il y a un bateau qui arrive à toute blinde. Il disparaît derrière le rocher, parce que ce sera une grotte, et il repart à toute allure. Et puis voilà un deuxième bateau qui arrive, à toute blinde, qui disparaît lui aussi. Oh, ce truc, bah, il serait dans la grotte. Bah, c'est bizarre ce truc. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que quand même, les touristes, un endroit beau comme ça, bah, ils prennent le temps. On a l'impression qu'ils partent comme des voleurs. C'est vrai que c'est étrange. C'est quoi tes hypothèses? Bon, l'hypothèse des touristes, faudrait qu'ils aient un avion à prendre là, dans la soirée. Bon, enfin, moi, j'y crois pas. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à, je sais pas, un trafic quelconque. Peut-être raison, hein. Des armes, de la drogue, autre chose. La mafia, ça existe. Tu sais, Clément, depuis qu'on est rentré, cette histoire de bateau, bah, figure-toi, ça m'a trotté dans la tête. Oh bah moi aussi, je l'ai raconté à Aurélie, ce film policier qu'on s'était raconté. Cette histoire de contrebande, de mafia, de choses qu'on cache et qu'il ne faudrait pas voir, ça a à voir avec le fonctionnement psychique. À la fois sur le transgénérationnel et à la fois sur les choses qui nous sont arrivées à nous-mêmes, qu'on a vécues. Philippe Préfaber en dit quelque chose. Oui, j'ai dit que il n'est pas de parent qui ne fasse un enfant sans passer une part du monde hors douane. Cette part du monde que le parent passe au noir n'a pas d'existence. Elle est interdite de représentation. Et elle est, mais n'existe pas. Alors, n'ayant pas droit à l'existence, elle ne saurait disparaître. Et elle insiste. L'enfant qui s'aventure à explorer et à inventorier les objets du monde est obstinément attiré par elle, comme le papillon de nuit est attiré par la lumière. Et l'enfant n'en démord pas. Attends Zoé, là, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu sais, ce dont vient de parler Philippe Préfaber, c'est ce qui est transmis par les parents. Tu sais bien, parfois le parent peut être pris dans un meurtre d'âme, un trauma, une douleur, une agression où tout avait été nié, occulté, sans témoin. Alors, ce parent dont l'existence est entravée par ce secret a tendance à le mettre sous le tapis et le refiler à son insu à son enfant. Et l'enfant, il sait, sans savoir, qu'il y a quelque chose sous le tapis, d'innommé, d'innommable, et il tourne désespérément autour de ce tapis. Et comme dit Philippe Préfaber, cela se passe au noir, en contrebande. Mais en quoi ça a à voir avec la question du début, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas? Cette question de contrebande et de mafia,
ben, ça suppose qu'il y a quelque chose à cacher, à pas voir, que c'est dangereux de savoir. Et à cause d'une omerta, de la loi du silence. Mais tu veux dire que c'est parce qu'on aurait peur de quelque chose qu'on ne voit rien? Oui, exactement. Les secrets de famille, c'est un peu comme la mafia. Et c'est vrai aussi quand on a subi soi-même un meurtre d'âme, un trauma sans témoin. Oui, le meurtre d'âme réalise le meurtre du témoin à l'intérieur de soi. Alors, le corps, bien sûr, garde en archive la mémoire de ce qu'il a vécu et cherche des personnages pour les représenter dans sa vie amoureuse, amicale, ou dans le transfert avec un thérapeute. Sándor Ferenczi a été à l'époque de Freud le psychanalyste qui a su affirmer la réalité du trauma, et ce n'était pas rien, hein. Oui, après un traumatisme, le plus facile à détruire en nous, c'est la conscience. Et c'est ainsi que naît la désorientation psychique. Vous savez, cher Sándor Ferenczi, les recherches en neurosciences actuelles ont confirmé votre intuition. En cas de trauma, le cerveau disjoncte entre le cortex rationnel et l'hippocampe des émotions. Et à ce moment-là, on ne comprend rien, on tourne en boucle, rien de rien. D'ailleurs, tu te souviens, on en avait parlé dans la vidéo sur le danger, la peur et le déni. Bien sûr, le trauma perdure à la fois à cause de la sidération, mais aussi à cause du comportement des adultes à l'égard de l'enfant qui a subi ce traumatisme. Le comportement des adultes fait que, ou bien ils font preuve d'incompréhension, ou ils réagissent par un silence de mort qui laisse l'enfant aussi ignorant qu'il lui est demandé d'être. Rien n'est arrivé, ce n'est rien. Et les légères allusions de l'enfant ne sont pas relevées, voire même rejetées comme incongrues, avec le consensus de tout son entourage. Si bien que l'enfant cède et ne peut plus soutenir son propre jugement. C'est sûr, dans ces cas-là, on ne risque pas d'y voir grand-chose. Et ça peut durer longtemps. S'attaquer aux secrets de famille ou aux crimes occultés, si c'est comme s'attaquer à la mafia, ça va pas être une mince affaire. Oui, si on voit et si on parle, on peut craindre des représailles. Ou alors de se retrouver rejeté, isolé, dans un vide effrayant, effondré, comme sur une banquise. Dans ces situations-là, certains se sentent obligés de faire alliance avec les mafieux pour éviter ou les représailles ou le rejet. C'est à peine croyable, mais on le voit souvent. Oui, notre travail de thérapeute, c'est justement de témoigner qu'il est possible à chacun de relâcher les liens tissés avec le pire dans l'urgence de la survie. Oui, la peur des représailles, la peur de l'effondrement, c'est ce qui peut nous arriver si on se met à voir ce qui est passé en contrebande ou ce qui nous est arrivé de grave autrefois. Alors, c'est Donald Winnicott qui a mis en lumière ce phénomène. Mon hypothèse, c'est que quand quelqu'un craint qu'une catastrophe arrive dans le futur, c'est qu'elle est déjà arrivée, qu'elle a déjà eu lieu. L'effondrement a pu avoir lieu dès le début de la vie.
Alors, le patient doit s'en souvenir, mais il n'est pas possible de se souvenir de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Cette chose passée qui n'a pas eu lieu, c'est parce que le patient n'était pas là pour que cette chose ait lieu en lui. Parce qu'il était sidéré. Oui, exactement. La seule manière dont la personne peut s'en souvenir, c'est qu'elle fasse pour la première fois dans le présent, c'est-à-dire dans le transfert avec l'analyse, qu'elle fasse l'épreuve de cette chose passée. Cette chose passée et à venir, qu'on redoute qu'elle n'advienne, devient alors une question d'ici et de maintenant, éprouvée pour la première fois. Tout cela est difficile. C'est douloureux, ça prend du temps, mais ce n'est pas vain. Moi, en ce qui me concerne, les choses qu'il ne fallait pas voir avec une omerta bien pesante, c'était dans ma lignée paternelle. Et tu te souviens, hein, grâce au travail qu'on a fait, j'ai bien vu que dans mon histoire, c'était pas simple d'être un fils ou un père, avec dans l'arrière-fond l'histoire de l'arrière-grand-père qui était à la fois un héros de la résistance et un homme violent et terrorisant. Et tout cela est passé en contrebande jusqu'à moi, et même jusqu'à mon petit garçon. Ben oui, j'ai l'impression que tu as été longtemps enfermé, coincé, à essayer de répondre à cette énigme. Quelle était ta place d'homme dans cette lignée, dans une vraie puissance d'agir, sans être ni tyrannisant ni tyrannisé? Ben oui, ça a été un sacré parcours. J'ai bien galéré, je t'ai fait galérer, même j'ai pas toujours été commode avec toi. Les choses qu'on veut pas voir fonctionnent comme un aimant. Et on finit par ne pas voir qu'on patauge dans la choucroute et qu'on s'empêche de porter son regard ailleurs. Je crois que j'ai quitté ma posture du lapin tétanisé dans les phares de la voiture, et ça m'a changé la vie. C'était un vrai bénéfice. Même si on comprend que certaines personnes peuvent avoir très peur de voir des choses terribles et cachées, l'expérience montre que, à condition d'être accompagné par un témoin, oser les voir, cela allège et permet de faire un pas de côté et d'affronter le vide et les dangers. Winnicott parle de ces pas de côté. Ce n'est qu'à partir de la non-existence que l'existence peut commencer. Se sentir réel, c'est plus qu'exister. C'est trouver le moyen d'exister soi-même pour se relier aux autres en tant que soi-même et pour avoir un soi où se réfugier. Même si oser voir, c'est pas facile, c'est quand même mieux que de ne rien voir. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne rien voir, ça ne protège en rien, et même, ça peut coûter très cher. Oui, si j'ai bien compris ce dont vous parliez, peut-être qu'on peut dire que oser voir, c'est se donner un véritable droit à l'existence. Et Zoé, là, il va falloir s'équiper, hein, en longue vue, en jumelles, en lunettes, pour y voir clair, de près, de loin. Bon, et bien, après cet épisode, nous voilà bien équipés, grâce aux analyses qui nous ont éclairé de leur concept, et puis l'équipement t'a trouvé. Bon, on va préparer un cordel sur ce sujet, et je vous propose de continuer à nous suivre, ou bien sur le site outildussoin.fr, outils du soin pluriel, ou sur YouTube, Zoé, psychanalyse et marionnette, voilà. Bon, à bientôt, au revoir.